Passer la parole, avant de vous passer la parole, avant que Wissam vous passe la parole, je profite pour poser une question, justement, sur le sujet, bien évidemment. Je vais revenir un peu sur la violence faite aux femmes. J'imagine que les femmes font plus de violence aux femmes que les hommes. Qu'est-ce que vous en dites? Ben justement, oui, je vais noter les questions au fur et à mesure et je répondrai. Merci. Je pense qu'on va prendre une série de 3 intervenants et comme ça, 3 questions et violence, elle répond sans parler. Votre intervenant. Je tiens d'abord à vous féliciter personnellement sur le speech et qui va directement au cœur parce que tu as vraiment développé la chose, tu étais allé jusqu'au cœur de la chose, le sujet de la femme bien sûr, dans laquelle je cite que la femme, le problème de la femme, le droit de la femme, si on parle de droit de la femme, pour moi, je parle de l'identité, je parle de l'humanité, ce qui est beau dans ce que tu dis exactement. Voilà, je reviens, c'est là où tu m'as fait, enfin, mon interrogation, c'est-à-dire l'interrogation humaine, c'est, je voulais dire, si ce n'était pas la religion, n'importe quelle religion, c'est-à-dire, on aura dû peut-être être, c'est-à-dire, on aura peut-être ne pas parler de féminisme, de droit de la femme. Ne pas parler de droit de femme. Oui, de droit de femme, exactement. Ce n'était pas l'existence de la religion, parce que, voilà, c'est là ce que je voudrais te demander, c'est est-ce que la religion joue un rôle dans la discrimination féminine? Voilà, de revenir un peu sur la religion, le rôle de la voilà, religion. parce que si on revient un peu dans l'histoire, on trouve que les femmes chez les Berbères, par exemple, si on peut citer, elles étaient des reines, c'est comme Tifia, la Timinane, la Fatma Soumel, c'était... Voilà, donc, quel est ton mot sur... J'ai compris votre question. Donc, vous voulez que je parle de la place de la religion dans la discrimination? Voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Alors j'ai envie de dire à votre mari, où est votre chapeau? Bah, moi j'ai repéré, je l'ai laissé à la maison. Aussi, là vous l'aviez ici, n'est-ce pas? Oui, nous avons. Aslam Anouel, bonjour tout le monde, bonjour madame, j'ai beaucoup apprécié votre speech et je vous dis qu'il faut continuer parce que vous avez des propos très justes et très apaisants. C'est-à-dire la manière, elle compte beaucoup. Et je comprends un peu pourquoi M. Rachid Oulbsir vous a recommandé Ascafé littéraire. Voilà, je vous encourage beaucoup. J'ai 2 questions à vous poser. Je vais la poser en deuxième, mais la première, j'ai lu ici que vous êtes originaire de Borges et que vous avez été obligé de faire le lycée assétif parce qu'à l'époque, peut-être qu'il n'y avait même pas de lycée encore à Borges. Ouais. Je crois que le premier lycée, c'est le lycée Zeroqi, non? Comme ça s'appelle. Tout à fait. Voilà. Donc, pour moi, Borges, avant les années 70, c'était un gros bourg. Hein. Il n'y avait rien à Borges. C'est un peu Borges pour... Quand on dit Borges, on dit sétif en quelque sorte. Voilà. Mais en même temps, j'ai remarqué que j'ai fait l'Est algérien, moi à l'université, j'ai fait un peu sétif et beaucoup de Constantine. J'ai remarqué que dans les cités universitaires, il y avait beaucoup de filles de Borges militantes.
Par contre, les garçons, ils sont foutés royalement, et puis quand l'islamisme est venu, ils ont rejoint l'islamisme. Je le dis clairement. Par contre, je rends hommage ici à une amie, une camarade que les gens connaissent pour certains, Sanhaja Akrouf. Constantine, c'est les intégristes, تقارس نتوما ما لكمش رجال، إذا كان رجال خرجوا لي بالواحد، الناس بصح ما لكمش رجال تدوروا في 5 على 1، ناس أنا بالواحد خرجوني بالواحد. Et il y a eu beaucoup de filles comme ça de Bourges qui militaient, qui étaient féministes, qui étaient dans les groupes. Et je ne comprends pas comment dans un petit patelin comme ça, comme Bourges, cette distinction, les filles elles sont très militantes, et les hommes selmin qui deviennent comme ça. Mais c'est vrai, c'est une question que je me pose, peut-être qu'elle est fausse. Je vous demande un élément de réponse puisque vous y êtes. La deuxième question, c'est est-ce que l'UNFA, pour vous, c'était une malédiction ou une bénédiction pour la femme algérienne dans les années 60-70? Merci. Alors, je vais commencer par répondre à M. En effet, je n'ai pas beaucoup parlé des violences faites aux femmes, parce que ces violences sont décrites dans mon livre. Et c'est vrai, je voulais surtout brosser un tableau de ce qui se passait ici en Algérie en ce qui concerne la condition féminine. Mais quand je dis la condition féminine, en fait, je parle des violences faites aux femmes. Et c'est ce que je décris dans mon roman. C'est ce que je décris dans mon roman. Les violences faites aux femmes, elles existent. Et elles ne sont pas uniquement le fait des hommes. Elles sont aussi le fait des femmes. Quand une Naïma Salhi exhorte les femmes à encourager leur mari à prendre 2e, 3e et 4e épouse, c'est une violence qui est faite aux femmes. À se voiler aussi. À se voiler. Je disais justement, je voulais parler du voile, mais comme il fallait, comme on est toujours dominé par les hommes et que mon mari m'a dit, allez, écoute, parce qu'il faut le débat. En l'occurrence, par le temps ici. Parce que le délai est parti, c'est pas long. Parce que justement, mon mari me domine toujours. Vous laissez la parole aux autres, il ne faut pas tenir le c'est la démocratie, d'accord. Donc, je n'ai pas parlé du fait que le voile était une question, justement, c'est un problème qui se pose au niveau de la société. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ce problème du voile. Je ne vais pas aller très loin dans l'histoire. Tout ce que je me rappelle, c'est que pratiquement dans toutes les contrées en Algérie, mis à part, je crois, dans la région de Constantine et de Sétif et dans quelques autres endroits, les femmes, par exemple en Kabylie ou par exemple dans le pays Chaoui ou tout ça, n'avaient pas de voile. Quand elles sortaient avec le Jebantaham, le Harma, etc. Elles étaient décentes. Elles étaient décentes. Elles n'étaient pas impudiques. Elles allaient, elles se promenaient d'une manière décente. Elles sont toujours décentes, même sans voile. Je comprends que pendant la colonisation, et l'Algérie a été colonisée, non pas, elle a été occupée non pas une fois, mais de nombreuses fois. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. La dernière date officielle étant l'occupation française. Quand il y avait l'occupation française, il fallait voiler les femmes. Et là, je le comprends, tout le monde le comprend. Il fallait voiler la femme pour la soustraire au regard concupiscent de l'occupant français. Les femmes non seulement étaient voilées, mais on les encourageait à se tatouer pour se rendre laides pour l'occupant, pour qu'elles ne soient pas l'objet de viol, de séquestration et d'exploitation. Donc elles étaient voilées, on essayait de ne pas trop les montrer ni trop les sortir, pour les soustraire justement à cette soldatesque française, aux supplétifs et autres hakids qui ont accompagné l'occupation française. Maintenant, nous sommes un pays souverain. Pourquoi le voile? Que ce soit une question de conviction personnelle. Si on est en démocratie... Non, Madame souverain, entre parenthèses. Ça, très souvent, on est obligé de mettre les parenthèses. Mais si on s'occupait à mettre des parenthèses chaque fois qu'il le fallait, on n'en finirait pas. Donc, je comprends que vous compreniez que c'est toujours entre guillemets. Donc,
on est indépendant, entre guillemets, mais cette question de voile devrait, comme la religion, rester du ressort d'une conscience individuelle. Je veux dire, moi, je ne suis pas voilée. Je ne suis pas voilée. Mais mes sœurs le sont. Je respecte mes sœurs. Elles ont certaines convictions, mais ça ne les empêche pas non plus de me respecter, parce que de toute façon, en ne portant pas le foulard sur la tête, je ne sors pas toute nue dans la rue. Je ne suis pas indécente. Donc c'est une question de conviction personnelle. Ça devrait être du ressort de la liberté d'être d'un individu ou d'une femme, en particulier, parce que jusqu'à présent, les hommes ne se voilent pas, et les femmes ne peuvent pas les obliger à se voiler. Les voiles se voilent, les hommes se voilent, les conditions climatiques qui prévalent au niveau du Sud sont différentes, n'ont pas la même origine pour leur existence. C'est pas la même symbolique. C'est pas la même symbolique. La femme est voilée pour la soustraire au regard. La femme ne sort pas, elle est confinée à l'intérieur des foyers parce qu'elle n'a pas le droit, elle n'a pas accès à l'espace public. C'est une question justement de visibilité et c'est une question de droit à l'espace public. On lui interdit l'espace public et on lui interdit d'être visible aux yeux des autres. On est en démocratie, on devrait être en démocratie et on devrait laisser ça à l'appréciation. Chacun est libre d'avoir ses convictions religieuses dans la mesure où il respecte celles des autres. La liberté s'arrête là où la liberté des autres commence. Ça devrait être une ligne de conduite. Donc, voilà, la symbolique du voile, elle est quand même assez lourde. Et je crois dépasser cette question du voile ne risque pas d'être pour tout de suite. Pour tout de suite. Et de ce fait, on passe à la question suivante qui parle de religion. Est-ce que ce n'est pas la religion qui a contribué à la discrimination féminine? Non, là maintenant, je suis obligée de poser une autre question. De quelle religion on parle? Est-ce qu'on parle islam? Non, mais pardon, je vais donner un petit. Tu as parlé tout à l'heure de toutes les religions, parce que on parlait partout des droits de la femme, même aux États-Unis d'ailleurs. Donc le problème, ce phénomène de la violence chez les femmes est répandu partout. Donc, est-ce que ce n'est pas exactement la religion qui est... Est-ce que ce n'est pas en fait religieux, quelle que soit la religion? Je parle de la religion, quelle que soit la religion. Quelle que soit la religion. Mais en particulier, bien sûr, c'est de l'islam, parce qu'on est... Non, je voulais juste cette clarification, parce que si on doit parler de religion révélée, on ne peut pas se hasarder à parler des autres religions, parce qu'il y en a plein. Ouais. Mais si on parle des trois religions révélées, c'est-à-dire le judaïsme, la chrétienté et l'islam, les trois religions ont discriminé la femme. Ouais. Et je pense que là, il n'y en a pas une qui peut pavoiser au-dessus des autres en disant « moi j'ai plus discriminé que les autres ». Simplement, dans le christianisme et dans le judaïsme, mis à part la frange intégriste, parce qu'il existe aussi des intégristes au niveau des juifs et au niveau des chrétiens, il y a des franges très intégristes qui s'attachent encore au voile. Les juifs ne portent pas de voile, mais elles portent la perruque. Porte la perruque. Les chrétiennes quand même, surtout en Italie où on est très conservateur, quand elles vont à l'église, elles ont la voilette. Le voile n'existe pas et n'a pas existé avec l'avènement de l'islam. Le voile existait bien avant et toutes les religions ont essayé de discriminer la femme, de la dominer. Ça, c'est un fait commun aux trois religions. Maintenant, on met l'accent sur l'islam parce que l'histoire récente dans le monde fait que ce qui se passe, c'est fait que la condition féminine est la plus dégradée dans les pays arabo-musulmans. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une multiplication
de guerre, d'une multiplication, d'une interprétation de l'islam qui avait derrière beaucoup d'argent pour se propager, qui est le wahhabisme. Ce n'est qu'une vision de ce que l'islam est. Et cette vision, parce qu'elle était soutenue par beaucoup de moyens financiers, a réussi à envahir le monde musulman partout dans le monde. Et on connaît les drames que ça a donné, on connaît la dégradation des femmes, et c'est de là que maintenant l'image de l'islam en général est très dégradée de l'autre côté de la Méditerranée et dans le monde occidental. Mais si on devait vraiment se poser les vraies questions, l'islam tolérant, l'islam qui n'enfreint pas le progrès et la modernité. Cet islam, les Occidentaux l'ont combattu partout où il se trouvait. En Bosnie et dans les pays occidentaux qui avaient embrassé la religion musulmane. On a systématiquement détruit cet islam tolérant pour faire la promotion du wahhabisme pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion, pour des raisons expansionnistes, impérialistes, pour des raisons politiques qui sont surtout basées sur économique, sur le profit et sur la mainmise sur les richesses partout. C'est tout. Je veux dire que l'Occident a beau jeu de d'épingler l'islam comme raison du retard qu'accuse par exemple le Maghreb, les pays africains musulmans, etc., dans leur progrès, mais on sait très bien ce qui se passe, parce que l'Occident n'est pas innocent dans ce qui se passe actuellement dans le monde. Il n'est pas tout à fait. Et je pense que tout comme l'Arabie Saoudite et les wahhabistes ont utilisé l'islam pour propager une certaine interprétation de ce même islam, les Occidentaux ont utilisé cette arme aussi pour dégrader les conditions et pouvoir avoir la même mise sur les richesses de tous ces pays-là, pour les maintenir eux aussi dans la pauvreté, dans l'ignorance, parce qu'un tel état de choses permettait le saccage des richesses des pays soi-disant pauvres, mais qui sont en réalité riches, parce que quand on pense que la France vit de l'Afrique, la France vit et se maintient par les richesses de l'Afrique. Le franc CFA. La monnaie de l'Afrique, elle est... Ben oui. Le franc CFA. Oui. C'est un scandale. Hein. C'est tout à fait d'accord. Donc, je pense que ça répond à votre... Pourquoi l'UNFA? Pourquoi le FLN? Pourquoi le FLN? Le FLN, c'était le Front de Libération Nationale. Normalement, on était libérés, on le mettait au musée, parce que les chouhada, les martyrs ont fait un travail formidable, ils se sont sacrifiés pour la libération du pays. Et ce Front de Libération Nationale, qui était une somme de toutes les tendances. Il y avait des communistes au FLN, il y avait des gens de gauche, il y avait des gens de droite, il y avait des communistes, il y avait des gens qui étaient apolitiques, mais pour qui l'indépendance du pays, à qui l'indépendance du pays tenait à cœur. Ces gens-là ont fait front commun pour libérer le pays. Mais il y avait énormément de sensibilités qui étaient même des fois opposées, qui, le temps de la guerre de libération, se sont donné la main pour libérer le pays. Une fois que le pays est libéré, le FLN n'a plus lieu d'être. On ne peut pas garder un ramassis de toutes les tendances dans un seul parti et s'en servir pour diriger le pays d'une manière autoritaire. Donc, l'UNFA, ça ne vaut pas mieux, parce que de toute façon, l'UNFA, c'est la fille du FLN. Donc si vous me dites l'UNFA, est-ce qu'elle a fait quelque chose pour les femmes? Pour les femmes, je vous dirais, si Naïma Salih fait quelque chose pour les femmes, l'UNFA c'est pareil, quoi. Aussi. C'est la même chose. Hein?
Borges, pourquoi il y a... Excusez-moi. Non, parce que je n'ai pas... je n'ai pas répondu à sa première question. Borges, pourquoi des filles militantes? Borges, c'était un gros bourg peut-être. C'était un petit endroit très joli, très convivial, dans lequel j'ai été élevée. Et les gens de Borges étaient quand même pas si mal que ça. Ils étaient très ouverts. J'ai vécu une enfance heureuse à Borges. Et les gens étaient très ouverts. Je ne peux pas parler de toutes les filles de Borges qui sont militantes, mais je peux parler de moi. Pourquoi est-ce que j'ai milité? Parce que j'ai eu le bonheur de vivre avec un père qui très tôt a défendu nos droits à nous, ces filles, même par rapport à ces garçons. Il nous a bien traités, il croyait fermement qu'un homme et une femme méritaient les mêmes droits parce que c'était des êtres humains à part entière, l'un comme l'autre. Et c'est parce qu'il était comme ça, parce qu'il était ouvert, parce qu'il était tolérant, parce qu'il était fermement croyant en la possibilité pour l'être humain, qu'il soit femme ou homme, de se transcender quand il est instruit, quand il a la connaissance, etc. Parce qu'il nous a défendus par rapport à tous les hommes de la famille, par rapport à mes propres frères à la maison, qu'on a continué à vivre selon ses désirs, c'est-à-dire dignes et fiers d'être des femmes. Pour les autres Borgiennes, je suppose que c'est à peu près peut-être la même chose. Mais Borges, c'était petit, mais c'était quand même très très ouvert. Bientôt, il y aura une association de défense des droits de l'homme de la femme. Prochain intervenant. Ou après, ça va être... Bonjour. Donc, selon vous, pour faire face aux violences faites aux femmes, quel est le modèle de la société qu'on doit choisir pour améliorer les conditions aujourd'hui? Merci. Bon, premièrement, je tiens à vous remercier pour la thèse que vous avez développée dernièrement. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir une femme qui défend les tabacs de la femme en Algérie. Puisque je vais revenir à la question qui a été posée par un intervenant. À propos, bon, il a cité la notion de la religion, et plus particulièrement dans ma question, je vais me focaliser sur la notion de l'islam. Auparavant, vous avez fait allusion à un certain antagonisme qui puisse exister entre le conservatisme et la laïcité. Est-ce que vous ne voyez pas dans la religion musulmane, est-ce que vous ne voyez pas dans l'islam un facteur qui entrave le développement de la condition féminine dans le monde musulman, et plus particulièrement en Algérie? Et je tiens aussi à éclaircir un autre point, par l'occasion qui m'a été offerte. Auparavant, vous parliez de l'islam tolérant. Et, à mon avis, bon, essayez de vous rectifier, parce que quand on parle de religion, on ne peut pas qualifier une religion de tolérante ou d'intolérante. On parle des comportements tolérants. Donc, à mon humble avis, je crois que c'est réellement, c'est parmi l'assistance des musulmans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être vous n'avez même pas le droit de parler de cette façon, parce que les textes dans la religion musulmane, ils sont clairs. Vous n'avez même pas le droit de laisser votre temps devant des hommes. Il y a des textes religieux et qui sont clairs, et qui disent que la femme, elle est, je ne sais même pas comment qualifier ça en langue française, mais c'est qu'elle est incapable. Ou c'est une femme qui est mineure. Hein? Donc, je cite le cas de Surat al-Ahzab, Surat al-Nisa, ce qui s'ensuit, la question de la polygamie. À titre d'exemple, vous n'avez même pas le droit de divorcer. Votre divorce sera accordé par le juge. Vous n'avez même pas le droit de divorcer, tout en sachant que vous êtes juge. Telle est la contradiction. Donc, pour revenir, il y a cette contradiction entre la laïcité et le conservatisme. Moi, j'aimerais bien savoir votre avis sur la notion plus particulièrement de l'islam. Est-ce que vous ne voyez pas dans l'islam un facteur qui déstabilise le processus d'épanouissement de la condition féminine en Algérie, tout en sachant, dans la question de bien avant,
Vous me parlez que les hommes, ils reproduisent, vous parlez de la méfiche de Pierre Bourdieu, ils reproduisent. Mais ces hommes, en fait, quand ils sont victimes de la société dans laquelle ils vivent, ces hommes-là qui développent ce genre de comportement de macho, de patriarcalisme ou de séparatisme, ce sont des gens qui jouent un rôle à l'intérieur de la société. Comment se fait-il un homme aujourd'hui, il va accepter que sa femme va présenter une telle confiance devant un parterre de gens? Je suis là. Lui, non, je le sais, je parle pas de votre cas, je parle de moi-même de cas. J'espère que ma question est claire, et je m'excuse d'avoir interrompu. Azul, soyez la bienvenue. Je n'ai pas lu le livre, c'est toujours difficile d'intervenir et de comprendre un peu ce que vous dites à travers un exposé d'une demi-heure, mais à travers ce que j'ai compris. Par rapport au truc que vous avez répété, que l'antagonisme n'a pas eu lieu d'être entre les deux sexes. Oui, on est d'accord, c'est dommage, mais je suis un peu pas d'accord de la façon dont vous le posez. C'est comme si c'est un peu moral. C'est dommage. Il aurait dû être autrement, alors que la réalité, ce que je dis, la réalité, elle est totalement différente. Il y a vraiment des intérêts qui sont en jeu que, c'est avec la lutte qu'on peut tout d'abord faire face, que tous les progrès que la femme a fait à travers l'histoire, c'est dû, c'est pas moral, c'est pas à la compréhension de l'homme, mais parce qu'elle s'est rendue compte de sa situation et elle a lutté. D'ailleurs, l'oppression de la femme, c'est la plus ancienne oppression qu'a connue l'humanité. Elle a commencé avec la première division sociale du travail. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intérêt. Toujours, il y a l'enjeu économique, l'enjeu d'intérêt qui a été le moteur de l'oppression de la femme. D'ailleurs, le moteur de toutes les oppressions et de toutes les injustices que connaît l'humanité. C'est dans les sociétés où la femme, quand même, elle a pu s'acquérir d'un espace social, d'un espace économique, qu'elle a pu avoir une autonomie économique tout d'abord, qu'elle a pu s'imposer. Je vais donner un exemple on peut tous être d'accord. Dans nos maisons, un peu partout en Algérie, on peut trouver des rapports différents pour deux sœurs. Une sœur qui travaille, qui a quelque part une autonomie financière, et une sœur qui ne travaille pas, elle est à la maison, c'est avec le rapport du père, du frère, du cousin, avec elle il est différent. Celle qui travaille, elle est mieux respectée. J'ai un peu perdu le fil. Bon. Non, je vais intervenir sur quelque chose d'autre par rapport à la religion. Tout d'abord, je pense dire que seulement l'islam, c'est une bêtise. Toutes les religions oppriment la femme. Toutes les religions. Je peux citer un espace de la Bible, non, de l'évangile selon Luc, qui dit que l'homme est le chef de sa femme. Il le dit clairement. Même dans le judaïsme, il y a une... Même quand il se marie devant le prêtre, il est dit que la femme doit obéissance à l'homme. Oui, même dans le judaïsme, il y a une sorte de prière où l'homme remercie Dieu d'être homme. Par contre, la femme, elle le remercie d'être comme elle est. Comme elle est. Il y a quelque part une certaine différence. Mais on peut pas réduire ou expliquer l'oppression de la femme à travers la religion parce qu'elle a existé bien avant. Elle a existé bien avant. Toutes les religions, c'est pas seulement l'islam, ils sont venus pour appuyer cette injustice. Ça dépend d'une région à une autre. L'appuyer, la justice. D'ailleurs, les religions, elles sont faites pour moi, pour ça. Pour moi, je l'explique, les religions, elles appuient les dominations, toutes les formes de domination. Merci. C'est bon, on va d'abord. Je vais d'abord vous répondre à vous pour ne pas aussi perdre le fil de ma pensée. Donc, on est bien d'accord là, on n'est pas du tout en désaccord. Toutes les religions révélées oppriment la femme. Quand vous dites... voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est ta faute, parce qu'il n'a pas posé de question. Je veux dire, c'était quoi votre question en fait?
Non, mais là, vous intervenez sur quelque chose que j'ai déjà affirmé. Je dis que toutes les religions révélées oppriment la femme. Et cette oppression repose sur des intérêts économiques, ça c'est sûr. On dirait que tout ce qui se passe dans le monde actuellement repose sur des intérêts économiques. Maintenant, on lui donne une coloration pour un petit peu tromper son monde. C'est comme quand on dit qu'une guerre a pour cause, quand on dit qu'une guerre est une guerre de religion. Ça n'a jamais été le cas. Dans l'histoire, on n'a jamais pu établir, quand on est honnête, qu'une guerre a en fait pour cause une religion d'autre. Parce que les religions, dans plein de sociétés, se sont côtoyées dans la paix, dans l'harmonie, sans aucun problème, tant que les intérêts économiques étaient convergents. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, quand vous parlez de l'accession à un statut, disons, amélioré de la femme par le biais de son accession au travail, c'est vrai que le travail peut amener un plus et peut améliorer sa condition féminine, mais pas toujours. Parce qu'avec le travail, il faut avoir aussi une prise de conscience. Mais voyez donc, Naïma Salhi est mieux payée que moi, mais elle continue à croire que l'homme est supérieur. Vous dites qu'elle est manipulée, qu'elle est manipulatrice aussi. Hein? Non mais si elle est... Rien, ces choses. Moi j'explique le fait qu'une femme se fait le relais de la domination masculine parce qu'elle y trouve un intérêt. Elle y trouve un intérêt. Donc, moi comment j'explique les choses? Les femmes sont dominées. Il y a deux façons d'accéder au pouvoir chez une femme dans une société patriarcale traditionnelle, conservatrice. Quelles sont ces deux manières-là? Ou bien, la femme est vieille et ne représente plus aucun danger sur le plan de l'attraction sexuelle. Elle est vieille, donc c'est la patronne. Elle commande aux femmes de la maison et aux hommes aussi, les jeunes. Ça devient... elle devient patronne. Donc, une fois qu'elle ne pose plus de problème, qu'elle ne pose plus elle n'est plus menaçante pour le pouvoir des hommes, on lui accorde un petit pouvoir, mais surtout sur d'autres femmes. Et c'est ce qui se passe avec les mères. Et les mères sont les premières à opprimer leurs filles. Les mères prennent le relais de la domination masculine au niveau de la femme, au niveau des filles. Elles sont les premières à dire attention, ton frère, ton père, etc. Elles surtout sont là, les belles filles. Et les belles filles aussi. Surtout les belles filles. Surtout les belles filles, mais les filles aussi. Elles sont là à veiller à ce qu'il y ait la suprématie masculine sur les filles et les belles filles. Il y a un ordre établi et il faut le maintenir. Et donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, pour une raison ou pour une autre, une femme a une position un peu avantageuse par rapport aux autres, soit pour des tas de raisons. Ça peut être différents cas de figure. Donc l'homme lui accorde aussi un pouvoir sur d'autres femmes. C'est là que j'apparente la femme à une hakiya. Parce qu'elle en tire certains bénéfices. Ça devient une hakiya à la cause féminine. Toujours pour des intérêts. Donc, je n'ai pas bâti mon raisonnement sur le côté moral. Non, non. Je dirais plutôt que tout mon discours est axé et ça prend sa substance dans l'humanité. L'humanité est constituée des hommes et des femmes. Il n'y a pas prééminence d'un genre sur un autre. Il n'y a pas de raison qu'il y ait prééminence d'un genre sur un autre. Aucune raison scientifique ne vient étayer le fait qu'un homme est supérieur à une femme. Donc si on considère la femme comme un être humain à part entière, on élimine l'antagonisme. Parce qu'il s'agit de promouvoir les conditions de vie de l'homme et de la femme qui se voient comme partenaires
et non pas en opposition. C'est comme si on jetait, par exemple, un os à chacun à une meute de chiens. S'il y en a pour tout le monde, pourquoi se battre? Donc, c'est toujours le fait économique mais le fait économique pour l'émancipation des femmes ne vient pas tout seul, il vient avec une prise de conscience. Parce que beaucoup de femmes travaillent, mais restent quand même opprimées. Le travail ne donne pas forcément accès à une libération. Il faut qu'il soit accompagné par une prise de conscience. Donc ça, c'est pour... Est-ce que j'ai répondu à votre... Oui. D'accord. Donc, quel modèle choisir pour mettre fin à la discrimination de la femme? En ce qui concerne le modèle de société, quel modèle de société choisir pour mettre fin à... C'est une question qui est bien difficile et beaucoup de gens réfléchissent à cette question et n'arrivent pas à lui trouver une réponse. Je veux dire que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais il y a des problèmes quand même qui sont handicapants, dans la mesure où on ne fait pas face aux vrais problèmes. Et on n'adresse pas les vraies questions à la construction de cette société qui reste quand même chez nous à construire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faux fuyants, parce qu'on se cache derrière le sacré pour pérenniser certains conservatismes qui sont handicapants pour le progrès de notre société, et parce qu'il n'y a pas de réelle volonté de faire en sorte qu'il y ait une citoyenneté. Pour moi, si vraiment il y avait en Algérie l'exercice d'une citoyenneté entière, pleine d'une démocratie, on n'aurait pas de problème, parce que les hommes comme les femmes seraient des citoyens à part entière, auraient quand même un pouvoir dans les décisions pour prendre une orientation donnée qui soit consensuelle pour le pays dans lequel on est. Mais beaucoup de problèmes nous empêchent de faire ça. Il y a d'abord le problème de l'histoire, de notre mémoire. Nous savons très peu de choses sur notre histoire. Et notre histoire reste écrite par les étrangers, par l'ancien occupant. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il était interdit de créer des instituts d'histoire en Algérie. Dans les universités algériennes, c'était quelque chose de banni. Et les langues commencent à se délier pour parler de l'histoire véritable, pour pouvoir confronter les points de vue. Parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a des points de vue qu'on peut confronter, qu'on peut discuter pour en sortir une idée qui soit consensuelle. Jusqu'à présent, il y a un discours officiel et il y a une histoire officielle, mais quelle est la véritable histoire? En tout cas, on a envie que ceux qui ont vécu les événements pendant la guerre de libération, qui ont quelque chose à dire et qui étaient près des cercles du pouvoir, puissent nous donner leur point de vue, qu'ils écrivent. Parce qu'il est important que notre jeunesse puisse savoir la véritable histoire. Donc il y a un problème de mémoire, il y a un problème d'identité aussi. Il y a un problème de mémoire qui va de pair aussi avec le problème d'identité. Qui dit histoire falsifiée, dit aussi identité qui reste dans le flou. L'identité aussi est un gros problème. Comment voulez-vous que l'Algérien soit équilibré, se construise, qu'il soit homme ou femme, s'il ne sait pas d'où il vient? Comment voulez-vous qu'il sache où il va, s'il ne peut pas s'appuyer sur ce qui s'est passé avec ses ancêtres? Donc le problème d'identité aussi est un problème crucial qu'il va falloir évacuer de façon courageuse, ainsi que la réappropriation de la véritable histoire du pays pour pouvoir enfin dégager une orientation qui soit consensuelle. Et évidemment, il faut redonner la parole aux citoyens. Il faut lui accorder le droit de dire son mot et contribuer à la construction et à la gestion de cette société qui reste à faire malgré 56 ans d'indépendance. Donc voilà pour la question relative au modèle à choisir. Et maintenant, le terme de tolérant, j'ai dit un islam tolérant, je mets un coup pas. Je me suis trompée. Il aurait fallu dire un islam ouvert, pas tolérant. Un islam ouvert. Parce qu'il n'y a pas un islam.
il y a un texte religieux et il y a des interprétations. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Mais je dis que certains courants islamistes se sont accaparés l'interprétation de l'histoire et l'ont imposée à tous les musulmans. Il y a des gens qui ont vu les choses autrement. Sur le même texte religieux, ils ont bâti une société plus ouverte. Et ils ont bâti, et ils ont créé des musulmans beaucoup plus tolérants, beaucoup plus ouverts au progrès. Et ces musulmans-là, qui étaient tolérants, qui étaient ouverts sur la modernité, sur le progrès, qui ont pu faire face aux changements très importants, parce que les changements dans nos sociétés de par le monde sont tellement rapides qu'on a du mal, les mentalités ont du mal à s'adapter. Il y a un problème aussi qui nous handicape, c'est ce problème de mentalité. Il y a des lois, mais on ne les applique pas. On est soi-disant démocrate, on est en démocratie, mais on n'est pas en démocratie. Pardonnez-moi, madame, c'est moi qui ai posé la question. La tolérance est le produit de la laïcité, et le fruit de la laïcité. Le concept de la tolérance n'a rien à voir avec cet imaginaire de la notion de l'islam. On ne peut pas parler d'un islam, par exemple, tolérant ou intolérant, islam moderne, islam modernisé. Il y a un seul islam dans l'histoire. On ne sait pas est-ce que cet islam dans l'histoire. On ne sait pas. Des fois, parmi nous, on se pose la question. Il y a pas mal de gens qui, dans l'assistance, qui disent que l'histoire contemporaine de l'Algérie est falsifiée. C'est tout le monde qui est d'accord avec nous maintenant que l'histoire de la révolution algérienne est falsifiée. Par ricochet, il y a un texte qui date du XIVe siècle. Nul d'Al-Darwal pose la question, c'est falsifié ou pas. Donc, quand on revient à la notion de juste ouvré, ce sont que des interprétations tout court. Donc la tolérance, je reviens toujours à mon intervention, la tolérance est le produit de la laïcité. On ne peut pas être tolérant si on ne sommes pas dans un état démocratique. Et on ne pourra en aucun cas, comme vous l'avez bien nettement signalé dans votre intervention, on ne pourra en aucun cas soumettre l'État à une lutte religieuse. Et merci. Je vous remercie. Là, je suis obligée de réagir. Vous parlez d'un islam d'un seul. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a un texte religieux, il est unique. Point, ça s'arrête là. Maintenant, appréhender ce texte religieux le soumet forcément à une interprétation. Et qui dit interprétation peut également dire errement. Il y a des gens qui l'ont interprété d'une manière qui permettait une modernité, qui permettait de rattraper les changements drastiques qui se passent. Et ça se passe de plus en plus vite chez nous. Et il y a des gens dont l'interprétation est tellement rétrograde qu'elle ne tient pas compte des transformations et qui fait que des sociétés entières vivent en marge du reste du monde, parce que coupées, parce que fermées à toute volonté d'adaptation. Mais on ne peut pas, s'il vous plaît, c'est pas un débat bilatéral. S'il vous plaît, il y a d'autres intervenants et c'est pas un débat bilatéral. En fait, non, c'est pas vous. Ça m'a fait plaisir d'entendre que vous êtes de Borges, parce que c'est une ville qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai travaillé là-bas pendant 7 ans. Donc je vais passer directement à la question. Tout à l'heure, vous avez évoqué la parité politique. Ce qui m'a fait penser à une phrase à laquelle j'ai répondu en 6e année. Le prof a écrit une phrase au tableau, il a dit « La pomme que la fille et le garçon ont mangé ». Je me suis trompé du participe passé. Il m'a dit « Imbécile, est-ce que vous ne savez pas que le masculin l'emporte sur le féminin ?» Donc ne pensez-vous pas que la parité doit se faire dans la langue avec laquelle vous avez animé la conférence? Merci beaucoup.
On a trop stigmatisé concernant le problème de la femme sur les religions, mais je pense que ça va au-delà des religions. Je ne parle pas seulement de l'islamisme, du christianisme. Bon, c'est vrai que dans les religions, il y a des mécanismes pour pouvoir mater la femme, c'est un fait, l'inférioriser, mais je pense que c'est au-delà, ça va très loin, ça va beaucoup plus profondément que ce qu'on pense. Bon, une petite anecdote, ça fait pas longtemps que j'ai vu un documentaire, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est, je ne crois pas que ce soit des musulmans, mais de toute manière, quand un homme chez eux, quand un homme meurt, on enterre sa femme vivante avec l'homme. C'est un même. Oui, bah, je ne sais pas. On met d'abord la femme vivante en bas, on met les dalles, on met le corps de l'homme, on met des dalles et ensuite... Bah, ça c'est pas religieux, c'est au-delà, ça va au-delà de la religion. Ça c'est d'une part. D'une autre part, la question de la femme, le fait que la femme est considérée inférieure à l'homme, est-ce qu'il n'y a pas cette part de responsabilité de la femme elle-même? Est-ce que c'est pas parce que ça devient une soumission, elle accepte, elle se sent protégée? Ben, il y a tout un tas il y a tout un récit qu'on peut faire là-dessus. Ça c'est d'une part. D'une autre part, on a parlé tout à l'heure des us et coutumes, donc ici au niveau Nimaziran, où on disait que la femme n'a pas le droit donc, à l'héritage, parce que effectivement, si elle se marie à quelqu'un d'étranger, donc à la famille, automatiquement il prend sa part et ainsi de suite. Parce que là, il faut quand même comprendre aussi. Imaginez que je n'ai que des filles. Imaginez un peu, je n'ai que des filles, et puis elles se marient avec des gens qui ne sont pas des cousins, qui sont un peu étrangers au quartier ou large. Donc qu'est-ce qui se passe? À un certain moment, je disparais de l'histoire. Ce morceau de terrain il appartient à X, ce morceau à tel, et je disparais de l'histoire complètement. Donc ma famille elle-même, elle disparaîtra. Ça c'est d'une part. D'une autre part, je rejoins un peu l'idée de M. Erlef en disant donc, le masculin l'emporte sur le féminin, surtout dans la langue française, du moins. Je vous pose la question, comment concevez-vous le fait que quand une femme se marie, elle porte le nom de son mari? Est-ce que déjà là aussi ce n'est pas madame, vous changez complètement de nom de famille, vous prenez le nom de votre mari? Là-dessus, est-ce que ce n'est pas une manière d'inférioriser aussi la femme? Même son identité, on la change, elle ne demeure pas elle-même. Donc on voit que la femme, comme disait Kamel Daoud, la femme ne s'appartient pas. Elle appartient à autrui. Elle appartient à son mari, elle appartient à son père, à son frère, à ses voisins, à la société elle-même, et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je voudrais revenir sur la question de la religion. Personnellement, je ne crois pas à l'islam tolérant. Tout à l'heure, vous avez comparé que la femme a été, dans toutes les religions, a été peut-être. Dans le christianisme, par exemple, il y a des textes qui disent que la femme et l'homme sont complémentaires. Mais comparons les textes. Bon, je ne connais pas le christianisme et le judaïsme, mais comparons les textes de ces religions-là par rapport à la religion islamique.
dans la religion islamique, en musulman, il y a beaucoup de textes qui méprisent la femme, qui traitent la femme comme un objet. ناقصة عقول أضربهن إذا نادى الزوج إلى الفراش فعليها أن تلبي رغبتها حتى ولو كانت على ظهر البعير. C'est un champ de l'amour. La violence conjugale est sacrée par un texte religieux dans la sourate An-Nisa. Il est sacré. وإن خفتم على نسوجهن فهجرهن واضربهن. Frappez-les. Première chose, comparons l'étude dont vous avez parlé tout à l'heure. La violence, c'est vrai, elle est partout dans le monde. Mais est-ce qu'on peut faire la même étude en Suède qu'en Arabie Saoudite, par exemple? Est-ce qu'on peut faire une étude réelle dans les pays musulmans sur la violence qui se passe quotidiennement? Ils sont agressés à la plage, ils sont agressés dans la rue, ils sont agressés. Là, au moins, il y a des textes qui les protègent. Il y a des associations, il y a des organisations humanitaires qui, au moins, ils font leur travail pour dénoncer ces violences-là envers les femmes. Mais chez nous, je vais vous raconter une femme, un témoignage d'une femme égyptienne qui a été agressée. Bon, son mari est parti, je ne sais pas, travailler, il n'a pas passé la nuit chez lui. Il avait un petit-fils, un petit garçon plutôt, qui était malade. Il a été obligé de sortir la nuit pour aller lui ramener des médicaments à la pharmacie la plus proche. Il a été agressé, harcelé par des jeunes. Le lendemain, quand il a été déposé plainte, les enquêteurs de la police, si c'était un accident, les policiers, pour qu'on lui pose des questions sur l'identité des agresseurs. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous pouvez reconnaître quelqu'un d'autre? Mais cette femme-là, au lieu de leur poser des questions de cette manière, que faites-vous à cette heure-là? Première question. Deuxième question. Comment étiez-vous habillé? Troisième question. C'est-à-dire, au lieu de chercher à comprendre et d'identifier les agresseurs, ils voulaient remettre en cause, comme c'était la faute de la femme. Pourquoi étiez-vous sorti? Et cette mentalité-là, justement, ne pensez-vous pas que cette mentalité-là qui traîne, que c'est la femme elle-même qui maintient cet héritage génération en génération? Et merci. Alors, je vais d'abord répondre à la question concernant la parité et le fait que, parce qu'on parle de langue française, là, hein, manger la pomme, partager entre l'homme et la femme, c'est français. Le fait que la langue française soit sexiste, parce que c'est le mot, la langue française est sexiste. Pourquoi est-ce que la langue française est sexiste? Ils ne sont pas des Français, ils ne sont pas pour la plupart musulmans, ils sont sexistes dans leur langue. Ça veut dire qu'il y avait une domination masculine bien avant, qui n'est pas vraiment assise dans des textes religieux, mais dans une mentalité. Quand vous parlez de parité, la parité politique, il est normal de concevoir une parité politique, mais une parité politique ne peut pas aller sans des compétences. Et les compétences, elles sont acquises. Et si on veut instituer une parité, mais qui ne soit pas assise sur l'accès des femmes à l'acquisition des compétences, la parité ne veut absolument rien dire et elle n'a pas changé grand-chose quand les femmes en masse ont été élues députées au niveau de l'APN. Même les hommes, madame. Non, le système, non. La médiocrité
est érigée. Quand on a dit que nous sommes dans un système politique qui gère la construction et la gestion d'une société en s'appuyant sur les points faibles, ça veut dire forcément que ce n'est pas l'instruction, ce n'est pas le savoir, ce n'est pas le progrès, ce ne sont pas les compétences, ce n'est pas la justice qui vont primer pour le choix des gens qui vont prendre des décisions pour toute une société. C'est clair, c'est clair. Ce n'est pas une société qui va se baser sur quelque chose de solide, qui respecte l'intégrité humaine, que ce soit celle d'une femme ou celle d'un homme. C'est le règne de la médiocrité, et c'est comme ça qu'on peut régner. Parce qu'un ignorant, on peut plus facilement le manipuler que quelqu'un qui sait faire face et qui peut opposer des arguments qui sont bien solides et qu'on ne peut pas réfuter. Il vaut mieux avoir en face de soi, si on veut vraiment gérer tout seul, c'est-à-dire avec autorité, on n'a pas envie d'avoir des gens intelligents en face de nous. On préfère, s'ils existent, on préfère les avoir avec soi. Mais comme ces gens sont trop intelligents pour être du côté de l'injustice et du côté d'une dégradation des autres citoyens, ces gens-là, ou bien on les tue, ou bien on les pousse à s'exiler. Et on s'appuie sur des gens qui ne remettent pas en question notre autorité. Donc, d'où le règne de la médiocrité, c'est normal. Donc, quand il y a parité, la parité doit aller de pair avec les compétences. Pour qu'il y ait compétences féminines, il faut donner leurs droits aux femmes et leur donner l'accès à l'acquisition des dites compétences. Et quand ces femmes ont eu accès à l'université, au savoir, elles ont été capables de relever le défi. Elles ont été capables de relever le défi, et personne ne me dira qu'une femme est moins compétente qu'un homme. Personne ne pourra me convaincre de ça, pas parce que je suis femme, mais parce que ça va à l'encontre de la raison. Donc, donnons accès aux femmes à la parité, mais auparavant, préparons-les à prendre leurs responsabilités. Ce n'est pas en les minorisant, et ce n'est pas avec un code de la famille tel qu'il existe chez nous qu'on va pouvoir libérer les compétences féminines. Ce n'est pas de cette façon. D'ailleurs, ni les compétences masculines, en fait. Parce que c'est lié, en fait. Il n'y a pas uniquement la femme d'un côté et l'homme de l'autre. Ce qui touche la femme en premier et de façon plus dure, est aussi valable pour un homme. Donc, voilà ce que je dirais pour la parité. Maintenant, c'est la fameuse histoire du chasseur et du chassé. Tant que c'est uniquement le chasseur qui raconte, c'est la version du chasseur qui va compter. Et tant que le chassé n'a pas droit au chapitre ou ne peut pas s'exprimer, eh ben, on n'entendra pas son point de vue et on croira que c'est le chasseur qui a raison et qu'il aura toujours raison tant que ce sera le seul à parler. C'est tout. Donc, c'est tout. Il y avait une autre question, donc la femme est considérée comme inférieure et peut-être qu'elle-même contribue à sa soumission parce qu'elle a besoin d'être protégée. Ça, c'est très protectionniste, très paternaliste. Si la femme se soumet, c'est parce que c'est difficile de sortir du carcan d'une soumission qui dure depuis des siècles. Mais il y a des sociétés qui ont vu les choses autrement. Et il y a eu des sociétés matriarcales. Elles ont existé. Elles ne sont pas si nombreuses maintenant de nos jours, parce que c'est le régime patriarcal qui prévaut un peu partout maintenant. Elles ont existé. Et ces sociétés-là étaient épanouies, et les femmes avaient leurs pleins droits, et ça s'est très bien passé. Donc, justifier un régime patriarcal par le fait qu'une femme est trop faible et a besoin d'être protégée, moi je pense que c'est toujours l'histoire du chasseur et du chassé. Les religions monothéistes ont ramené le patriarcat. Les religions monothéistes ont toujours système capitaliste. Les religions ont toujours appuyé la discrimination de la femme. Elles ont toujours appuyé la domination de la femme. Ce n'est pas uniquement une question d'islam. Et quand on dit un islam, c'est vrai que j'ai eu tort de dire l'islam tolérant. Un islam est une religion est une religion. Maintenant, la personne qui
l'interprète peut être tolérante ou fermée. La personne qui pratique cette religion peut avoir un point de vue tolérant, ouvert, ou carrément conservateur, et absolument fermé sur les autres. Donc, incriminer automatiquement ce qui se passe uniquement à la religion, c'est un petit peu se fourvoyer et ne pas voir les problèmes comme ils sont. Je veux dire, se cacher derrière le sacré pour expliquer un certain fait, un certain nombre de choses, c'est aussi jouer le jeu des puissances occidentales qui veulent absolument convaincre le monde entier que les pays musulmans sont voués à l'échec parce qu'ils sont ceci, ils sont cela à cause de leur religion. Les chrétiens ont eu aussi leur phase. Simplement, eux, ils ont remis en question, ils ont réfléchi à leur texte, ils ont commencé par séparer la question religieuse de la gestion des affaires de la cité. C'est-à-dire, ils ont appuyé la citoyenneté, ils ont fait prévaloir la citoyenneté et le droit de l'être humain à gérer sa vie et sur une pratique religieuse. D'ailleurs, si on ne fait pas ça, on ne peut pas construire une société, parce que dans une société, en Algérie, on est en train de se mentir, parce qu'on ne peut pas dire, même par exemple dans les textes de référence, par exemple, tels que dans les encyclopédies, tout ça, vous allez voir l'Algérie peut-être à 98 ou 97% de musulmans, mais il y a aussi d'autres croyances. Et dans le passé, les juifs, les chrétiens et les musulmans se sont côtoyés et ont cohabité en paix. Parce que justement, il y avait des intérêts convergents. Parce qu'il y avait aussi une culture qui était la même. Les juifs d'Algérie, par exemple, parlaient exactement de la même manière que les Algériens, et ils étaient bien ensemble. Donc, mais après, il y a eu une autre interprétation, il y a eu une autre vision du fait islamique et du fait religieux, et ça a donné les drames que ça a donné. Mais on ne peut pas imputer à la religion tout ce qui se passe. Non, on peut imputer à la religion beaucoup de faits qui nous ramènent en arrière, mais pas particulièrement à l'islam, parce que l'islam ne déroge pas, sur ce plan-là, aux autres discriminations qui sont le fait du judaïsme ou de la chrétienté. Les chrétiens aussi ont ostracisé la femme, l'ont diabolisé. Les juifs également. L'islam l'a fait également, comme les autres religions révélées. Il n'y a pas grande différence entre les religions révélées sur ce plan-là ou sur beaucoup d'autres plans. Donc, pour moi, imputer tout ce qui se passe à l'islam, moi je trouve que ce n'est pas très très réaliste. Et ça ne peut pas mener à une résolution des problèmes de société qu'on est en train de vivre. Il y a également une dernière question, donc je ne me rappelle plus. Trois questions, vous avez répondu aux trois questions. Ah, j'ai répondu aux trois questions. Très bien, Nous remercions la grande dame pour sa prestation. Voilà. Donc, nous vous remercions pour votre écoute, pour votre attention. Donc, nous passons à la ronde dédicace. Elle n'a pas beaucoup de livres, elle n'a que 9.